À tous. Du coup, je vais présenter un retour d'expérience d'un client. Du coup, parce que ce matin, on a eu pas mal de solutions diverses et variées. Donc, je regroupe le département du Loiret, donc Guillaume en charge de la mission de transition énergétique au sein du département. Donc, rapidement, je vais vous présenter l'organisation, nos enjeux énergétiques et climatiques, l'utilisation qu'on a aujourd'hui de la plateforme Citron, puisqu'on est client de Citron depuis 2 ans maintenant, et puis un petit peu nos perspectives et les résultats, les premiers résultats. Le Loiret, pour ceux qui ne se situent pas, c'est l'Orléans, la capitale, on est un petit peu au sud de Paris. Et vous avez une petite carte du département sur l'organisation de notre direction des bâtiments. Donc on est structuré en 3 services. Alors c'est un peu particulier puisqu'on a également les canaux et l'environnement dans notre service. On va dire qu'il y a 2 services spécifiquement liés aux bâtiments qui sont la vie des bâtiments, pour résumer l'exploitation et la maintenance des bâtiments, et le service construction publique qui s'occupe de tous les bâtiments neufs et des grosses rénovations, on va dire. Et dans cet écosystème, on a une mission, donc, de la charge qui est la mission de transition énergétique, qui est directement attachée au directeur et qui essaie de travailler, on va dire, avec ces différents services. Dans nos missions, donc, on a la gestion d'énergie, l'ensemble des factures et des consommations énergétiques. On verra un peu après, c'est aussi un des gros sujets qu'on a avec Citron. La réalisation des diagnostics de performance énergétique sur notre patrimoine, la mise en place du plan de sobriété énergétique qui a concerné à peu près toutes les collectivités, et même nationalement l'ensemble des bâtiments il y a quelques années et qui maintenant est inspiré comme une norme. La stratégie de rénovation du parc, un petit peu aussi avant. Et puis sur tout ce qui est suivi aussi des équipements et la gestion des équipements CVC. Donc on a aussi un travail compétent avec les entreprises de maintenance sur ces sujets-là. Et on apporte un support technique à l'ensemble des services qui ont potentiellement des questions, que ce soit dans les projets neufs, sur la réglementation environnementale et énergétique, ou dans les cadres des contrats de maintenance pour les faire évoluer vers des contrats de performance énergétique aussi. Alors, quels sont nos enjeux? Donc, rapidement, juste le patrimoine du département, c'est un ordre de grandeur. Donc, nous, on a un peu plus de 300 bâtiments en gestion directe. Alors, on a un peu plus de bâtiments si on pousse avec les bâtiments qu'on peut louer aussi, mais on n'a pas forcément la gestion de l'ensemble c'est pas tout à fait la même gestion. Un peu plus de 500 000 m2 et surtout, on a une très grosse diversité de bâtiments. Alors, c'est principalement du tertiaire, mais on a pas mal de typologies de tertiaire, c'est-à-dire qu'on a évidemment le gros de notre consommation, 58 collèges. Mais on a aussi tous les bâtiments de justice, des pompiers, pour faire plus simple. Des bâtiments administratifs, des gendarmeries, des bâtiments sociaux avec des maisons d'enfance, des logements aussi d'enfance, des centres de travaux pour les routes. On a également 4 châteaux, un musée, enfin voilà, on a vraiment des typologies très très spécifiques. Moi j'arrive aussi tous les logements de fonction des établissements scolaires. On a pas mal de typologies différentes. Une problématique qu'ont à peu près toutes les collectivités aujourd'hui, c'est qu'on a un parc qui est encore très très dépendant des énergies fossiles. Plus de 50% de notre consommation d'énergie, c'est du gaz, pour le chauffage principalement. Et aussi, on l'a constaté ces dernières années, une grosse sensibilité à la variation des prix de l'énergie sur le marché, que ce soit en électricité et en gaz, également sur le pellet, dont on parle un peu moins et qu'on a pas mal développé ces dernières années dans le Loiret, du fait de la richesse aussi voilà, de notre patrimoine forestier. Donc, elle a été très impactée par les variations du prix des énergies. Juste en termes de répartition, c'est en un peu plus de 50% au gaz, et en termes de prix, par contre, on est à plus de 50% en électrique. Le rapport s'inverse sur les dépenses. En termes d'enjeux, on a évidemment le cadre réglementaire qui est structurant dans notre action à nous, puisqu'on a plus de 80 bâtiments, à peu près 80 bâtiments qui sont soumis à décret tertiaire. On en a un peu plus, mais on en a quelques-uns qui sont en PPP, donc la gestion de tout ce qui est déclaration sur opérate, etc., est faite directement par le prestataire. On en a à peu près 80 soumis à décret tertiaire. C'est principalement nos collèges et quelques bâtiments administratifs. On a plus de 250 logements de fonction, donc qui eux sont soumis aux obligations de DPE et aussi à tout ce qui est logement décent. Donc, on ne doit pas être dans les catégories FG, ou du moins, on doit rénover ces bâtiments-là si on va pouvoir les mettre en location dans les prochaines années. Et puis, sur les constructions neuves, on a évidemment la RE2020 qu'on respecte sur les bâtiments neufs. Aujourd'hui, on a eu plusieurs constructions neuves dans le département assez importantes. C'était des vrais sujets. J'allais l'oublier, mais on en a parlé ce matin, on repense en voyant les notes.
On a aussi le décret BAX. Alors la particularité du décret BAX, et je pense que ça sera partagé par d'autres collectivités, c'est qu'en fait, il arrive après le décret tertiaire pour nous et que la priorité reste le décret tertiaire, c'est plus un outil, donc, ce qui a été dit d'ailleurs ce matin, plus un outil pour atteindre le décret tertiaire. La difficulté qu'on a eue de notre côté, c'était plutôt des questions de coût de l'installation de ces équipements-là par rapport aux gains qu'ils peuvent générer et au fait que lorsqu'on change un équipement de chauffage, par exemple, on aurait tout de suite l'intérêt parce qu'on a tout de suite potentiellement un équipement qui est beaucoup plus récent, justifier l'installation d'un système GTB, c'est parfois plus obscur pour notre direction, même si on essaie de l'expliquer. En termes de stratégie, donc on a aussi à l'échelle locale une stratégie bas carbone. L'objectif, elle sera certainement revue d'ailleurs dans les prochains mois. Mais en tout cas, l'objectif jusqu'ici, c'est 25% de réduction de notre émission de CO2 d'ici 2030 par rapport à 2019. On avait défini à cette époque, le 20 ou 21, je ne sais plus la date exacte, 28 actions pour atteindre cet objectif sur la partie bâtimentaire et notamment, et bien sûr, le respect des objectifs du décret tertiaire et la réduction de la part des énergies fossiles, en particulier la fin du fuel et du propane, puisqu'on est un département qui n'est pas complètement couvert par le gaz. Donc on a encore plusieurs établissements qui sont au fuel et au propane. Et enfin, on a une contrainte économique qui est de plus en plus prégnante. Alors ça, c'est valable pour à peu près l'ensemble des opérateurs publics aujourd'hui. Donc clairement, nos budgets vont être de plus en plus restreints pour investir. Donc on a un vrai sujet sur l'exploitation maintenant de nos bâtiments, de pouvoir trouver des solutions pour, tout en ayant moins d'investissement peut-être dans des choses de faibles, avoir des bâtiments qui sont toujours aussi performants. Pour en venir maintenant à comment est-ce qu'on utilise la plateforme Citron et puis comment est-ce qu'on peut répondre à nos besoins. La première étape, c'était bien sûr de définir ces besoins et de bien les identifier avant même de consulter, de lancer un marché et de consulter les différentes plateformes qui peuvent exister sur le sujet. Bon, la première chose pour nous, c'était de mieux suivre nos consommations énergétiques. Alors, vous avez un avant-après sur la droite. Alors, le avant existe toujours, puisqu'on continue à remplir ces tableaux Excel. Mais en l'état, on commence à faire tous nos bilans avec la plateforme. Donc ça, c'est déjà un gros progrès. Concrètement, c'est remplir à chaque fois sur une facture les consommations énergétiques et le montant dans le tableur Excel. C'est très fastidieux, ça l'est toujours pour l'instant, parce que comme je disais, on continue à le faire. Mais l'idée, c'est qu'on en finisse avec ces tableaux et qu'on puisse faire tous ces rapports avec Citron. Ensuite, c'était de permettre une analyse plus fine des dérives de consommation, puisque aujourd'hui, globalement, la consommation, quand elle dérive, on voit la facture. Donc là, avec Citron, on peut quand même le faire beaucoup plus rapidement. Et encore, quand je dis on le voit à la facture, si la dérive elle est historique, finalement, on ne le voit pas trop, parce qu'on n'a pas vraiment d'analyse plus précise que la facture mensuelle. C'est déjà un gros progrès. C'était aussi avoir un outil global pour centraliser tout ça, parce qu'en fait, on a plusieurs fournisseurs d'énergie, on change assez régulièrement, parce qu'on a des durées variables. Nous, on fonctionne en achat avec un groupement d'achat en fait, qui s'appelle Aprolis en Centre-Val de Loire. Donc, on a des marchés énergétiques qui varient, qui n'ont pas tous la même durée, avec des opérateurs qui sont différents. On a aussi un marché spécifique sur, par exemple, on était en biogaz jusqu'à ces derniers temps. Donc, on a un marché spécifique biogaz, un marché spécifique gaz, pas le même opérateur. Donc, c'est pareil, c'est des plateformes différentes. Donc, ça nous permet ici de tout centraliser sur site. Et pour nous, c'est aussi un gain de temps et de qualité de suivi aussi. Et puis enfin, le besoin qu'on avait identifié par rapport notamment au décret tertiaire, c'était de définir une stratégie patrimoniale. Puisque, comme vous l'avez vu, on a un patrimoine assez important. C'est aussi un objectif, dans le cadre de la stratégie bas carbone, de pouvoir réduire aussi nos émissions de CO2 et de voir dans quelle mesure on prévoit nos investissements. Donc la consultation, on l'a faite en 2022 et on a fini le marché de 2 ans avec Citron jusqu'en juin 2022 renouvelable. Comme je suis là aujourd'hui, c'est qu'il a été renouvelé. C'est que ça se passe plutôt bien. Voilà, on est plutôt satisfait donc, de la collaboration. Juste donner déjà dans un premier temps l'état des lieux, de ce qu'on fait aujourd'hui déjà avec Citron, je parlerai après de ce qu'on a prévu de faire. Donc pour nous, c'est déjà qu'on maîtrise beaucoup mieux notre patrimoine, on connaît nos sites les plus consommateurs, on les situe aussi mieux dans le temps, c'est-à-dire si c'est des besoins thermiques tout au long de l'année, si c'est des choses variées. On a déjà, d'un point de vue patrimonial, identifié des sites qu'on envisage même de céder, parce que pour le département, c'était pas sur énergétique, on n'arrivera pas à valoriser, parce qu'il n'y a pas forcément notamment un site au sud de la métropole
renouvellera pas. En fait, l'objectif est de le céder parce qu'on n'a pas besoin d'autant de mètres carrés. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on a pu bien mieux identifier et mieux qualifier avec l'outil. Aujourd'hui, juste pour voir un peu ce qu'on a, on remonte l'ensemble de nos consommations énergétiques. Tout ce qui est fournisseur et distributeur. Compris, fournisseur, c'est toutes les factures. Distributeur, c'est les compteurs GRDF, les compteurs Enedis, qui sont tous connectés quasiment maintenant, qui remontent sur la plateforme. Donc ça nous permet aussi, lorsqu'on a des problèmes avec le fournisseur, de voir aussi si côté distributeur, il n'y a pas de souci. On analyse aussi, ça c'est Citron qui permet de le faire aussi, spécifiquement les périodes de chauffe, c'est le sujet de consommation carbonée pour le coup, d'analyser par site, par énergie, etc. Ça nous permet aussi de déclarer, alors ça ne remonte pas automatiquement puisqu'en fait on a beaucoup de bons de commande pour ce qui est des consommations énergétiques qui ne sont pas des flux, hein, qui sont des livraisons, je pense au fuel notamment et à la biomasse. Pour ça, on fait des déclarations qui sont remontées sur le système. Ça, c'est pareil, ça fonctionne pas mal. Et là, il y a un petit graphique, le deuxième, qui présente à peu près nos résultats de consommation sur les 12 derniers mois. Donc, enfin, donc bon, c'est une plateforme qui permet de centraliser nos documents comme les audits énergétiques et DPE. Ça, c'était l'objectif aussi. On est vraiment, nous, un outil spécifique. Et puis, ce qu'on a en plus, c'est le dernier graphique, et qui est plus récent, mais qui est très intéressant pour aller plus loin, on va dire. C'est tout ce qui est dérive de consommation qu'on peut repérer grâce à l'analyse des compteurs connectés, donc d'Enedis et GRDF. Typiquement, bon, là, alors pour le coup, j'ai peut-être pas pris le meilleur exemple parce que c'est pas trop mal. Les consommations sont plutôt au bon moment, il n'y a pas de dérive le week-end ou autre. Mais ça nous permet donc d'observer sur un parc qui est assez important si on a des dérives, notamment de consommation de week-end, des choses qui seraient restées allumées, ou même des fuites. Voilà. On ne le fait pas encore pour l'eau et c'est justement dans les perspectives. Ça. Donc nous, ce qu'on a mis en place déjà et les premiers résultats, on est plutôt satisfait du plan de sobriété qu'on a mis en place sur l'hiver 2022-2023, parce qu'on a permis de générer 19% d'économie d'énergie. Vous avez le détail par énergie sur la droite. Donc, clairement, on a insisté sur les énergies les plus carbonées, et en particulier sur le chauffage. Alors, ça passe déjà par des consignes de température qu'on a forcément rabaissé. Ça passe aussi par un pilotage un peu plus fin. Alors, on a à la fois utilisé Citron, mais on a aussi beaucoup utilisé tout ce qui est système GTD, et puis même de suivi plus directement sur le bâtiment. Mais voilà, le résultat est plutôt très bon. Et aujourd'hui, la sobriété énergétique, enfin, toutes les actions qu'on a mises en place dans le cadre de ce plan de sobriété sont maintenues dans le temps, à la fois la température, mais aussi toutes les règles de réduit le week-end, le mercredi, éventuellement après-midi, le soir, et aux vacances. Tout ça, on réinsiste auprès de nos mainteneurs à chaque fois. Ensuite, c'est bien de faire de l'amélioration du pilotage, etc. Il y a quand même des sites qui sont plus ou moins anciens, donc on a lancé il y a quelques temps, et là on arrive sur la fin, un gros marché global des performances énergétiques sur 5 sites. C'était 4 collèges et l'hôtel du département. Tout ça, c'est pour atteindre le décret tertiaire, évidemment. L'objectif, c'est 40% d'économie d'énergie. Vous avez 2 photos en bas de ce que ça donne concrètement. Donc, on a isolé complètement un des collèges. Avec un embellissement de la façade, mais ce n'est pas la partie la plus intéressante aujourd'hui. Et voilà, on a fait pas mal de gains là-dessus. On va essayer de comptabiliser là avec Citron plus en détail. On a aussi installé des panneaux solaires photovoltaïques, tout ce qui est autoconsommation qui est comptabilisé dans le décret tertiaire. Et puis plus globalement, sur l'ensemble des établissements, on a changé notre système de chauffage. On a fait pas mal de ventilation double flux pour des raisons de qualité de l'air intérieur aussi, pas uniquement pour la partie énergétique. Mais en plus, le côté double flux nous permet de faire aussi du gain énergétique. Et on a installé aussi des ballons thermodynamiques dans plusieurs établissements. Voilà. Pour l'eau chaude sanitaire. Plus globalement, dans le cadre de la stratégie, donc on a parlé de sobriété, d'amélioration du pilotage. On développe aussi du photovoltaïque sur plusieurs établissements pour favoriser l'autoconsommation. Et puis, dans le cadre de nos missions, on a beaucoup d'interventions sur le gros entretien renouvellement pour essayer de systématiquement, on va dire, installer des équipements qui sont éligibles au certificat d'économie d'énergie. Concrètement, pourquoi éligible au certificat d'énergie, c'est pas vraiment pour la partie aide, parce que c'est pas toujours des montants très importants, même si en tant que collectivité, on est éligible pour qu'on peut les valoriser. C'est plus pour se fixer un niveau d'exigence sur la performance de ce qu'on installe. Globalement, les C2E nous permettent de définir le niveau minimum de ce qu'on souhaite installer. Voilà. Après, en termes d'équipement, on a installé
40 systèmes GTB, là on en lance 5 sur 5 nouveaux sites. La difficulté pour nous, c'est la question budgétaire. 5 nouveaux sites, c'est un budget d'à peu près 400 000 euros. Ce n'est pas que le système, hein, c'est toutes les connexions, etc. 400 000 euros pour 5 sites, vous imaginez bien que si on doit faire il nous en reste pour faire ça, on va dire 35 sites. Bon, bah, voilà, c'est un budget qui est très important et pas forcément à voir sur qui se programme. Et puis, j'en parlais tout à l'heure sur la programmation, mais on envisage donc de sortir de nos 4 derniers collèges au fioul et au propane dans les prochaines années, pour qu'on puisse enfin, on va dire, revenir avec ces énergies et s'attaquer ensuite au gaz. Et pour la partie perspective avec Citron, dans le cadre des objectifs du décret tertiaire, on va avoir un nouvel outil pour pouvoir le suivre, notre avancement dans les objectifs. On va aussi s'appuyer sur Citron pour nos déclarations européennes, puisqu'il centralise toutes nos données, donc il va avoir la plus grande facilité que nous, potentiellement, à déclarer aussi ces éléments-là. Ensuite, remonter sur la plateforme l'ensemble de nos sous-compteurs. Je disais tout à l'heure qu'on avait une quarantaine de GTB, ça veut dire aussi un certain nombre de sous-compteurs qui remontent déjà sur ces GTB et qu'on souhaite remonter sur la plateforme Citron pour avoir un unique lieu, on va dire, de suivi de nos consommations énergétiques. Ça, c'est un vrai enjeu pour la suite. Ça nous permettra, en plus, d'aller plus finement, je crois que c'est Maxime qui dit ça tout à l'heure, plus spécifiquement sur aller chercher où est-ce qu'est le problème, quelle est la zone fonctionnelle potentielle qu'il y a la surconsommation. Donc là, c'est un peu la perspective pour la suite. J'en ai pas parlé, mais parce qu'en fait, on ne suit pas bien aujourd'hui. On va développer un meilleur suivi de consommation d'eau. Donc là, c'est potentiellement installer des compteurs. Ça, c'est un sujet qu'il faut qu'on creuse un peu plus. La problématique pour nous, c'est qu'on a à peu près 25-30 fournisseurs sur le département, puisque c'est des régies principalement, tous un site internet différent, tous des remontées d'informations plus ou moins variables. Donc sur l'eau, il y a un gros sujet. Potentiellement, on va installer nos propres compteurs. On en a déjà pour la partie cuisine très souvent, et par contre, pour l'ensemble du site, c'est assez plus rare, en fait, sur les compteurs généraux, et qui ne sont pas forcément communicants, donc ils ne remontent pas tous de la même façon. Alors un point qui est très intéressant, et j'en parlais tout à l'heure sur le parti travaux, en fait aujourd'hui on ne suit pas vraiment le résultat avant-après de nos actions de performance énergétique. Je pense que c'est le cas pour à peu près toutes les collectivités. Aujourd'hui, il faut qu'on justifie des gains énergétiques qu'on réalise avec les travaux qu'on met en place. Là, l'intérêt de la solution Citron, c'est qu'on va pouvoir déclarer ces actions, déclarer si elles sont réalisées ou pas. Donc ça peut être des actions qui ont été définies dans le cadre d'audit, ça peut être des actions qu'on a prévues déjà de réaliser ou qui ont même déjà été réalisées. Et au moins, on les cadre dans le temps et on peut faire un avant-après en fait, derrière de suivi de est-ce qu'effectivement on réalise des économies dans le temps, etc. et potentiellement relancer s'il n'y en a pas. Et puis, dernier point, c'est mettre en place des alertes. Ça, c'est très lié au sous-comptage. Ça nous permettra d'avoir des alertes si on a des dérives potentiellement, notamment sur les sujets hauts. Et puis, pour aller un petit peu plus loin, donc j'ai déjà parlé des réduits, mais on a 2 actions en parallèle qui sont très liées à ces développements sur Citron. On va participer pour la 2e fois au programme QP. Ça n'avait pas forcément été un succès la première fois pour le département, pour diverses raisons, mais on ne bénéficiait pas tout à fait de la même plateforme à l'époque, donc on avait plus de difficultés dans le suivi de nos consommations pour accompagner les établissements. Ce n'était pas forcément facile. Donc là, on va pouvoir s'appuyer sur la plateforme pour aider les établissements à comprendre mieux leur consommation aussi. Donc, on va avoir 6 collèges qui vont participer à l'édition 2025. Et puis sur la partie maintenance, et ça c'est un gros sujet pour nous, on veut faire évoluer notre contrat de maintenance qui est aujourd'hui grosso modo un contrat de maintenance assez classique. Hein. On a des exigences d'intervention, de maintenance préventive, etc., mais pas d'exigence de performance énergétique. Donc là, l'idée, c'est de passer vraiment sur un modèle CPE avec une première phase qui serait plutôt de mise en place d'un plan de comptage et de préciser vraiment les engagements de performance énergétique. Et dans un deuxième temps, pour les 2 dernières années du contrat, des engagements de 10 et 15% d'économie d'énergie, sans travaux, précise. Donc on est vraiment sur un objectif CPE service, qu'on appelle, où l'idée, c'est vraiment d'améliorer le pilotage et de mieux suivre nos bâtiments. Voilà à peu près pour nous. Ouais. Si vous avez des questions, ou si... je vais laisser la place commentairement. Bonjour à tous, excusez-moi de mon retard. La communication, je ne pensais pas que c'était en présentiel.
slide, ok, là, bonjour, moi je m'appelle Amadou Tal, je suis chargé de l'énergie et des fluides à la ville d'Issy-les-Moulineaux. J'ai pris mes fonctions il y a cela un peu plus d'un mois, en début août 2024, et je vais essayer de faire une petite présentation des premières impressions que j'ai eues et de mon rôle, plus ou moins dans la ville et c'est les missions qui m'ont été confiées. Alors bon, en premier temps, je veux bien qu'on passe sur le sommaire. Je vais essayer de vous faire une brève présentation de mes missions. Ensuite, du budget climat, qui est une des raisons pour laquelle ce poste existe à la mairie d'Issy-les-Moulineaux, le patrimoine de la ville et ses différentes missions dans les transitions énergétiques. Citron aussi, une outil que j'utilise maintenant assez souvent. Et enfin, c'est le dernier gros projet de la ville qui est l'hydrocène, un écoquartier à l'hydrogène. Alors moi, mon poste, il est assez isolé. Je suis directement rattaché au directeur général adjoint des services techniques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de service fuite d'énergie, c'est vraiment tout dans le service technique qui va gérer tant la police municipale que l'hygiène et la sécurité, les différents postes liés au contrat P2 ou P3. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces termes. Et une mission principale, ça va être de la gestion d'énergie. Je vais avoir en main vraiment toute la partie énergétique de la ville. Je vais négocier avec le CIPEREC et le CIGIF pour tout ce qui est de l'achat d'énergie et aussi d'électricité, enfin de gaz et d'électricité plutôt. Le CIGIF et le CIPEREC sont des organismes de l'Île-de-France qui sont une grande histoire. Ils ont été regroupés pour faire des achats groupés d'énergie. Je vais aussi avoir le suivi des consommations énergétiques, c'est-à-dire qu'on a un contrat direct avec Dalkia, qui a un contrat PFI aussi avec intéressement. C'est style d'un mais je vais être en connexion directe avec eux pour vraiment veiller à ce que les cibles énergétiques qui ont été mises dans le contrat soient bien en atteinte, que les différentes missions liées à l'énergie soient bien faites. Je vais aussi avoir un gros budget dans lequel je vais devoir mettre en place des travaux énergétiques, ça peut être des travaux de solarisation, d'isolation, de relamping des différentes parties de bâtiments, même au complet relamping en LED. J'ai aussi le suivi du décor tertiaire, qui est une mission qui me prend pas mal de temps. Ils ont pas mal de bâtiments aussi à Issy-les-Moulineaux. Il y a une grosse volonté politique, notamment du développement durable de leur part. Du coup, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment le budget fric qu'on va regarder après. Et aussi au niveau de la sobriété énergétique. Les différents élus se sont vraiment réunis. On prit en exemple, les différents élus se sont réunis et puis ont mis en place le budget climat. Et ce budget climat, il est fait sur le modèle de la ville d'Oslo. Ce qui va être mis en place, c'est vraiment un budget sur les différentes dépenses d'énergie qui vont être ou réduction d'énergie qu'on va tabler sur une année. Il y a l'année 2021, entre 2018 et 2021, ils ont établi leur consommation cible sur la ville. Et avec les élus et les équipes techniques, ils ont mis en place notamment des travaux en place, avec des acteurs autant privés que publics, hein, mais aussi une grosse communication de la part de la BIS aux IC1, parce que c'est vraiment le cœur du problème et des solutions en même temps. Le but va vraiment être de respecter les accords de Paris. Il y aura une stratégie vraiment globale sur le bas carbone. En premier lieu, ils ont visé les bâtiments administratifs, les écoles, les gymnases, tous les bâtiments où il y a des agents de la ville. Toute la flotte de la ville, la flotte de véhicules a été remplacée par des véhicules électriques. Il y a eu beaucoup de choses de faites, notamment pour les pistes cyclables et même des vélos qui ont été mis à disposition.
Le but de cette démarche est vraiment de réduire un maximum, du moins de respecter un maximum les accords de Paris. Du coup, ça va être moins 25, moins 25, moins 30 d'ici 2030, 2040, 2050, arriver totalement une consommation bas carbone. Les différents acteurs qui vont être sollicités vont être souvent nos fournisseurs d'énergie. On va avoir sur Paris, parce qu'on est connecté aussi à des réseaux de chaleur, on va avoir tout ce qui est CPCU. Il y a eu des projets de la ville qui ont été mis en place, notamment le projet Cœur de Ville, qui est une grosse géothermie qui à la fois alimente une zone commerciale et des bâtiments, des HLM. Ce sont des deux grandes tours qui sont juste derrière le centre administratif municipal. Et il y a eu aussi cette volonté de la part de la mairie de se brancher aussi sur cette géothermie, parce que la mairie était uniquement alimentée en gaz pour la plupart des temps. Du coup, là, ce qui est la première mission, la première phase, je n'étais pas encore arrivé, mais elle a été faite par mon prédécesseur, c'était vraiment d'éliminer point par point tous les bâtiments qui étaient au gaz. Beaucoup sont passés à la géothermie, avec le remplacement des chaudières aussi pour passer avec des chaudières à condensation. Sur tout le patrimoine de la ville, hein, parce qu'on a un patrimoine assez conséquent avec 120 bâtiments de 187 mètres carrés. Une grosse partie des consommations étaient faites par les bâtiments sportifs, c'est-à-dire les gymnases, les stades, les piscines. Il faut savoir que la ville, ils n'avaient pas vraiment déployé tout ce qui était GTC pour l'instant. GTB, c'est encore en réflexion, comme c'est un système beaucoup plus complet, plus complexe. Mais tous les bâtiments, que ce soit la petite enfance, les centres de loisirs, les bâtiments administratifs, les gymnases, ont vraiment fait l'objet d'études, notamment des types de thermie, même d'audit énergétique, pour viser vraiment les points les plus énergivores et veiller à les réduire. Une grosse partie a pu être réduite à la régulation, parce que beaucoup des bâtiments, comme il n'y avait pas vraiment de suivi, mon prédécesseur, quand il est arrivé, il a commencé à mettre déjà certaines plages horaires en place pour respecter déjà les horaires d'entrée et de sortie des usagers. Les bâtiments, notamment même les musées, ont vu une refonte. On a un musée, c'est le musée de la carte à jouer, dans lequel on va procéder à plusieurs travaux énergétiques dans la ville, dans l'année prochaine, je pense, l'année 2025. Où il y a vraiment une réflexion autour de l'isolation du bâtiment, de plus en plus, notamment aussi pour les centres de loisirs qui se trouvent dans des parcs d'habitation. Certains sont au rez-de-chaussée, donc comme il y a des ILN qui sont mises en place, il y a déjà à remplacer il y a déjà à bien remplacer les fenêtres de ces centres de loisirs, à remplacer les différents radiateurs électriques qui sont sur les petits grippins qui chauffent beaucoup et qui consomment énormément. Et tout ça, il y a eu un bilan qui a été fait. J'en hérite un peu des lauriers moi aujourd'hui, mais il y a un bilan global qui a été fait sur le patrimoine de la ville. L'installation de beaucoup de bornes de charge, étant donné que les véhicules de la ville étaient passés à l'électrique, ils avaient ce besoin de pouvoir se brancher un peu où ils voulaient pour se recharger. Et dans les missions de transition énergétique, comme je l'ai dit, il y avait des travaux d'isolation, de remplacement de chaudières gaz, d'installation de géothermie, du relamping aussi, beaucoup, le rattachement à certains réseaux de chaleur. Et on a beaucoup de bâtiments qui sont dans le TP tertiaire, 55, il me semble. On les a de plus en plus entrés dans notre PFI, notre contrat avec Dalca, pour pouvoir les suivre et avoir un certain intéressement aussi autour de ça. C'est-à-dire qu'on a une gestion beaucoup plus directe avec les bâtiments. On est connecté directement avec les usagers. Il y a eu des référents énergétiques qui ont été mis dans chaque bâtiment dans lesquels il y avait des usagers de la mairie et dans lesquels on devait passer les voir et récolter plus en plus d'informations sur la saison de chauffe dernière. Est-ce qu'on n'a pas chauffé trop, pas assez? Est-ce que les températures sont correctes? Et est-ce qu'il y a des améliorations qui pourraient être faites? Cet échange avec les usagers nous permet d'avoir un meilleur contrôle et une meilleure connaissance des bâtiments
Et surtout, le fait qu'ils soient intégrés dans le PFI, ça amène nos interlocuteurs, notamment d'Alpia et Sage Énergie, là, et moi, avec qui on travaille, d'avoir une attention particulière à l'énergie du bâtiment. Comme beaucoup, avant, ce n'était pas vraiment le centre d'attention de beaucoup de collectivités. L'énergie, on se contentait de la payer. On ne regardait pas vraiment s'il y avait des économies à faire. Là, avec le budget climat qui a été mis en place, il y a une attention particulière qui est liée à l'énergie. Depuis la mise en place de ce budget climat, il y a eu, je n'ai pas les chiffres en tête, désolé, mais il y a beaucoup d'économies qui ont été faites sur la plupart, c'est des bâtiments de la ville. On s'est rendu compte que la régulation seule pouvait amener à des baisses allant jusqu'à 25 voire 30% de la consommation. La moitié du temps, les gens ne sont pas dans les bâtiments. Ensuite, il y a la plateforme Citron avec laquelle on travaille aussi. C'est une plateforme que je connaissais avant d'arriver à la mairie. J'ai fait un stage ici. Mais c'est une plateforme qui permet vraiment de stocker et de centraliser toutes nos énergies, vraiment toutes nos données énergétiques. Ce que la mairie manque actuellement, comme tu as fait référence, on a plusieurs interlocuteurs. C'est-à-dire on va avoir plusieurs interlocuteurs pour le gaz, l'électricité ou même l'eau. Là, avec Citron, ça nous permet d'avoir tout sur un seul endroit, de pouvoir faire nos bilans énergétiques assez rapidement et puis surtout de pouvoir voir les économies en CO2 qu'on peut faire. Du coup, ça, je parlais de l'eau, c'est neuf d'ailleurs, c'est signé, je crois que c'est pour l'année prochaine. Il n'y avait pas encore le comptage de l'eau, ce qui nous permettait de ne pas avoir, on n'avait pas une connaissance globale de l'énergie en tant que telle du site. L'eau nous manquait. Du coup, maintenant que ça a été signé, il me semble, on va pouvoir voir une visualisation de notre consommation d'eau vraiment générale sur nos bâtiments. Le stockage de données nous permet d'avoir un suivi direct, c'est-à-dire j'évite de balader entre site et site et j'évite surtout d'appeler d'avoir plusieurs interlocuteurs chez Enedis ou bien Veolia. Et la centralisation des données par Citron était vraiment bien reçue de moi par nos élus, même par nos directeurs, car ça leur permet d'avoir une vision réelle et surtout au niveau de la communication, parce qu'on communique beaucoup avec les ICA et les militants ici. Ça leur permet d'avoir une visualisation directe et de connaître directement les dérives. Il y a aussi beaucoup de communication qui a été faite vis-à-vis des écoles. On a beaucoup communiqué avec les élèves. D'avoir un certain classement des bâtiments ou même des écoles, ça leur permet déjà de faire un petit effort. Ils essayent toujours d'éteindre la lumière quand ils sortent d'une pièce. Et pour finir, le projet Hydrocène, alors c'est un projet très intéressant qui a été fait avec la ville d'Issy-les-Moulineaux et des partenaires de l'Île-de-France aussi, qui va être le secteur Hauts-de-Seine. Ça va être le premier éco-quartier à hydrogène de France. Ça va être une smart city, mais vraiment alimentée énergétiquement à l'hydrogène. C'est un projet l'usine est encore en construction. On a encore assisté aux premières réunions. C'est encore très flou pour moi aussi. Mais c'est un projet dans lequel la ville croit beaucoup. Ça va être probablement sortir avant 2030, si je ne dis pas de bêtises. Et qui va être un projet vraiment multiple. Avec autant des zones commerciales que des habitations, qui va être un projet vraiment global sur l'énergie, une refonte de la manière d'utiliser l'énergie dans une ville. Et ça va bien se passer. Désolé, je suis assez bref. Est-ce que tu as des questions? Aujourd'hui, s'il y avait une grille de solutions qui vont rentrer pour mieux gérer, parce que c'est frappant quand on vous écoute, vous avez une diversité pas possible de bâtiments, de chantiers, que ce soit en termes d'énergie, imagine d'OPEX et de CAPEX tout le temps variable à piloter. Qu'est-ce qui vous gênerait si vous allez définir, que ce soit un outil, une coordination? Je suis pas sûr qu'on manque vraiment d'outils aujourd'hui.
On vient d'en avoir beaucoup aujourd'hui. Enfin, en tout cas, sur la partie bâtimentaire. Je pense qu'on manque plutôt d'ordre dans les choses qu'on met en place. Ouais, la préoccupation. Ouais, donc il y a un peu de ça. Il y a des projets, enfin, en tout cas, pour parler pour nous, la stratégie patrimoniale, elle n'est pas encore envisagée d'un point de vue énergétique. Elle est plutôt d'abord envisagée, typiquement pour les collèges, par exemple. Nous, la stratégie est envisagée pour le nombre d'élèves qu'il y a dans le bâtiment, pour les besoins des profs, etc. Et ce qui est logique, hein, il n'y a pas de débat là-dessus. Du coup, les investissements vont aller dans ce sens-là que d'aller faire de la rénovation énergétique spécifique. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de beaucoup plus d'outils pour comprendre qu'est-ce qu'on devrait faire dans notre bâtiment. Après, il faut tous les mettre en place et il y a un but derrière tout ça. Mais une fois qu'on connaît notre parc, qu'on l'a un peu près instrumenté sur le plan GTC, GTB, il faut le faire, hein, bien sûr, c'est pareil. On voit à peu près ce qu'on doit faire dans un bâtiment, les technologies existent, à peu près toutes, je pense. Donc le problème après, il va être budgétaire et de priorité politique, entre guillemets, ou de priorité budgétaire. Pour moi, ça va être un peu différent. Je suis d'accord avec mon collègue sur les outils. Les outils existent. Citron en est un exemple. Il y a bien beaucoup d'outils. Je dirais là où ça va poser un problème pour notre part à nous, c'est vraiment au niveau de la régulation. La multiplication de GTB ou de systèmes GTB fait que ça a un coût. Et il faut les gérer derrière. Souvent, si vous prenez un Deltador ou un Siemens, ce n'est pas du tout les mêmes plateformes, ce n'est pas du tout les mêmes portes, on ne peut pas vraiment se brancher. Ça va être assez compliqué au niveau de la gestion de tout ça. Au niveau des investissements, moi j'ai la chance de faire partie d'une ville comme ici où vraiment c'est une volonté d'abord politique de la part de la ville de pouvoir avoir une meilleure gestion de son énergie, un meilleur contrôle de ses dépenses. Du coup, à ce niveau-là, je ne suis pas gêné. Au contraire, on va me pousser à aller chercher plus de systèmes. Mais je vais me retrouver aussi bloqué au niveau du budget parce que on peut mettre, ils peuvent investir, mais derrière, il faut que je sois sûr de pouvoir gérer tout ça. Et comme souvent, on doit faire appel à des sociétés telles que Dalkia pour la maintenance générale, préventive ou corrective. Ces entreprises-là vont devoir avoir accès à ces systèmes de GTB, et plus il y en a, plus c'est compliqué pour eux, et plus le coût est difficile. Après, je dirais aussi qu'il y a une certaine prise de conscience de la part des habitants qui m'aide beaucoup, moi du moins, qui fait que c'est beaucoup plus simple de travailler, ou même c'est beaucoup plus simple d'expliquer pourquoi on n'a toujours pas allumé le chauffage à cette date-là, les raisons pour lesquelles on fait attention, on fait vraiment attention à la météo. Du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est plutôt au niveau de la régulation, moi, je dirais qu'il devrait avoir un seul et même système dans lequel on peut gérer tous les bâtiments d'une ville. Parce que si j'ai un système pour une école, je ne peux pas pouvoir le faire forcément sur un gymnase où la stratégie est différente. Les actions de rénovation immobilière, ce que vous estimez plus efficace, c'est de faire par rénovation globale plutôt de faire des travaux. C'est toujours plus efficace de faire la rénovation globale. La piste, de la faire dans l'ordre, hein, c'est-à-dire travailler sur l'enveloppe, ensuite travailler sur les systèmes, etc. Je ne surprends rien. Mais la problématique, c'est toujours la même chose, c'est pas forcément les mêmes lignes budgétaires. Par exemple, en GER, aujourd'hui, on a plus de capacité à changer des systèmes de chauffage, qui vont coûter moins cher aussi, où le gain énergétique il est assez rapide. Forcément, c'est plus facile que de lancer un projet d'isolation complète dans la team. Donc oui, c'est toujours plus efficace de faire la rénovation globale. Maintenant, c'est pas toujours ce qu'on va faire. Moi, la rénovation globale, c'est l'idéal. Après, quand on parle de rénovation globale, est-ce qu'on parle uniquement de l'enveloppe du bâtiment avec les fenêtres? On va vraiment rentrer dans le sujet, c'est-à-dire on va essayer de refaire toute l'enveloppe globale énergétique du bâtiment. C'est-à-dire on va s'attaquer autant au chauffage qu'à l'eau, qu'au radiateur, qu'au luminaire. Souvent, on a tendance à prioriser un axe. Tout dépend de la priorisation du bâtiment. S'ils ont vraiment trop froid, on va s'axer, si c'est une chaudière ancienne, vraiment à remplacer le système de chauffage. Après, comme l'ITE, en général, c'est très cher. C'est vraiment ce qui va venir en dernier recours. C'est pas la priorisation. Ils vont changer les fenêtres avant de faire un ITE.
Après, peut-être pour préciser pour nous, en fait, la consigne qu'on a aujourd'hui, c'est de globalement pas faire de travaux où on sait que derrière, on va refaire une rénovation globale. Par exemple, sur le décret tertiaire, on a identifié les sites les plus consommateurs d'énergie. Pareil, on a fait des audits en même temps, donc on couple les deux, c'est-à-dire on coupe l'information statistique de la data et la qualité de l'énergie énergétique qui nous précise si l'enveloppe est pas bonne, etc. Enfin, la performance du bâtiment intrinsèque. Et en couplant les deux, on fixe un certain nombre de bâtiments dans lesquels on refusera tous travaux partiels, on va dire, de base, et on privilégie d'aller faire une rénovation globale. Après, pour les bâtiments qui vont être un peu entre les deux, on va dire où il nous faut 10% peut-être pour atteindre le décret tertiaire, bah, aller justifier d'une isolation complète, ça va être un peu compliqué. Là, on va plutôt partir sur du système où on va essayer de changer, se raccorder à un réseau de chaleur, parce que qui se développe, tant mieux, et se favoriser dans le décret tertiaire. Voilà, mais plutôt une approche du coup qui est un mix entre de la data et l'audit énergétique et des recommandations de l'énergie. On a des questions en ligne. Une question? Vous parlez de l'installation des panneaux solaires, par exemple, sur les collèges. Est-ce que dans le décret tertiaire, on peut du coup réduire un point si on installe la capacité de. Alors, en fait, dans le décret tertiaire, il y a un qui serait si je disais ça, parce qu'il était contre, mais il avait raison. Bref, c'est pas comptabiliser les consommations qui sont autoconsommées, parce que tout simplement, elles ne sont pas facturées, et que le décret tertiaire est basé sur la facturation. Donc, en gros, tout ce qu'on autoconsomme, on ne consomme pas depuis le réseau, c'est pas facturé. Donc, techniquement, c'est une économie d'énergie. Voilà. C'est vrai, c'est comme ça que c'est comptabilisé dans le décret tertiaire. Ok, merci beaucoup. Merci.